Salut à tous, épisode 43 avec les Lotto Soudal. Alors c'est un épisode un peu de transition entre ce Giro qui nous a, en tout cas pour ma part, vraiment passionné, qui a été vraiment un grand moment de la saison, à n'en pas douter, et le Tour de France qui s'annonce juste derrière, puisque en fait on va traiter du mois de juin, hein, pour être bien précis. Alors on a une première mission sur ce mois de juin, c'est d'essayer de figurer le mieux possible sur le critérium du Dauphiné. Alors, c'est une course que j'aimerais bien gagner. Alors, peut-être cette année, peut-être une autre année sinon. J'aimerais bien la gagner parce qu'elle est très difficile, le plateau est très relevé et je la trouve relativement prestigieuse. Voilà, après avoir gagné notamment un Paris-Nice que j'estime beaucoup avec Tish Benoît, là, il y a 2 mois ou 3 mois en arrière, j'aimerais énormément gagner ce Dauphiné. Alors donc un jour ou cette année, on va voir. Ça commence par un contre-la-montre classifié montagne. D'ailleurs, c'est pas vraiment un contre-la-montre, c'est plus un très court prologue, un demi-prologue, si j'ose dire, de 4 et des poussières kilomètres. Alors on voit que j'ai emmené quelques coureurs qui étaient déjà présents sur le Giro, qui sont évidemment Omen, j'en avais parlé, j'avais dit que Omen était avec pic de forme à cheval sur la dernière semaine du Giro et ce Dauphiné justement. Tout est prévu pour que le pic s'arrête au lendemain de l'étape 8. On verra si ça fonctionne. Toujours est-il que également Michael Storer a été prévu pour accompagner Omen et comme vous pouvez le constater, l'équipe est quand même relativement modeste, hein, surtout quand on sort d'un Giro comme on a vécu juste avant. Bon bah c'est une équipe super modeste, hein, on n'est pas du tout blindé comme je l'étais sur le Giro. Donc bon, on va essayer de faire avec. En face c'est très très fort, on a vu que la première étape était remportée par Soler de Movistar, qui est vraiment un super coureur sur toutes ces épreuves-là. On avait aussi vu une grosse performance de sa part. Je crois que c'était sur l'étape inaugurale du Giro. Soler, dès que c'est prologue ou contre la montre et que c'est montagneux, c'est devenu presque le client numéro un. En tout cas, il semblerait. Voilà, donc très fort Solaire. Est-ce qu'on arrivera à rivaliser avec lui parce que le parcours ne le permet pas nécessairement. Alors vous avez vu, là je m'amuse à l'étape 2, j'ai fait partir Bettiol en échappée avec pour ambition, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va essayer de gagner une victoire d'étape. Parce que pour le reste, on n'a pas emmené de sprinter capable d'en ramasser une. J'ai dit capable, hein. J'ai pas dit qu'on n'a pas emmené de sprinter, mais capable d'en ramasser une vu le plateau, j'en ai pas emmené parce qu'il y avait vraiment de très gros problèmes de programmation, de planification dû à cette année 2020 qui est dramatique sur ce plan-là, sur le plan du calendrier. Et on voit que en s'accrochant un petit peu et avec toutes les difficultés du monde, ouf, Bettiol a réussi à arracher le sprint à cette étape 2, et donc l'échappée est allée au bout, malgré un peloton qui n'a jamais vraiment laissé de champ à cette échappée. On a toujours été sous la menace d'un retour, et au final, alors qu'on voit que c'était assez bien joué par l'IA dans un premier temps, qui ne voulait plus prendre de relais à Bettiol, qui se retrouvait finalement à devoir lancer le sprint, donc encore plus dur à conclure, hein, dans ce cas-là, il est évident. Bon, il l'a fait. Bettiol est un coureur qui est quand même, sans jeu de mots, un couteau suisse, hein, même s'il est italien, mais c'est un couteau suisse dans le sens où
il est à la fois capable de performer sur un terrain vallonné, mais aussi capable de performer sur du pavé. On a vu qu'il avait, par exemple, cette année 2020, il avait gagné les 3 jours de Bruges-la-Panne. Voilà, c'est quand même pas non plus anodin. Et il a une note de sprint qui, avec le temps, avec le travail à l'entraînement, n'est pas ridicule non plus. Donc, j'ai oublié de mentionner, mais ça va sans dire, puisque c'est un puncher, vous aurez tous lu entre mes paroles, qu'il a une endurance évidemment qui est tout à fait respectable. Donc, coureur très intéressant s'il en est. Bon, on voit que dans le final, en revanche, pour revenir à ce qu'on a sous les yeux, dans le final de cette étape 3, c'est une arrivée entre favoris. Tous sont là. On voit que on va assister à une victoire de Gianni Moscon. Les Skies sont vraiment bien représentés sur cette course. Il y a Gianni Moscon pour finalement aider, parce que ça n'est que ça, même s'il remporte la victoire d'étape là sur ce coup. Mais il y a Froome qui est présent. Il y a également Geraint Thomas dans la lancée de son Giro où il a quand même été plutôt performant, le gamin. On peut dire que bonjour. Donc, il y a vraiment une très belle équipe. Et puis c'est pas tout, vous verrez, il y en a encore 2 ou 3 autres qui vont jouer un rôle à des moments. Sky très fort, Movistar pas mal, pas mal du tout. Il n'est pas venu tout seul, Solaire. On peut lui faire confiance. Bon, l'étape 4, je vous ai pas... voilà, on va pas épiloguer 100 ans dessus. C'était l'échappée qui a réussi à se disputer le sprint avec une victoire d'un coureur qu'on connaît bien du côté des Andiamo Ragazzi. C'était Marco Marcato qui vient remporter cette étape magnifique. Et puis là, je vous montre, après avoir montré l'arrivée de l'échappée, que finalement, le sprint peloton, il s'est passé le plus banalement du monde. Voilà, donc bon an, mal an, on est déjà à la moitié du Dauphiné. Même si, vous voyez encore l'étape 5, on est encore sur une étape qui n'est pas sélective. Il y a comme ça, sur ce Dauphiné, le parcours là qu'on a eu pour cette année, je pense que j'en sélectionnerai un plus sélectif l'année suivante, avec peut-être un terrain un peu plus montagneux, et voire même en y adjoignant un contre-la-montre individuel qui fasse un petit peu mal pour que voilà on assiste à quelque chose d'encore un petit peu plus spectaculaire. Mais toujours est-il que pour cette année, donc 2020, ce Dauphiné n'est pas réellement intéressant à chaque étape. Faut pas se mentir. On a vu que l'étape 2 n'a été finalement intéressante, on va dire pour les Lotto Soudal, que parce que Bettiol s'était échappé et qu'il a en plus réussi à emporter l'étape. Mais bon, l'étape 1 était plutôt sympa par contre, ce mini contre-la-montre il est cool. Par contre, voilà, étape 3, bof quoi. Étape 4 et 5, je vous fais pas un dessin. C'est vraiment, c'est limite ennuyeux. Du coup, voilà, il y a un relatif statu quo. Pareil, regardez l'étape 6, elle s'annonce alléchante quand on la voit. Et puis, au final, on peut se demander tout de même si dans ce mur, il va y avoir de vraies différences qui vont se faire, le mur final, ou est-ce que on va encore rester toujours pareil sur une course de côte, quoi, si vous voulez, avec une différence qui s'opère simplement sur les bonifications que les uns ou les autres auront réussi à glaner. Donc, que dire? Que dire de plus si ce n'est que, voilà, on va tenter notre chance. Nous, on va. Oh là là, Storer, il est quand même pas en grande forme sur ce Dauphiné. Puis en plus, on traîne encore un peu comme un boulet la blessure de Kras dans ce Giro là. Vous vous souvenez sûrement que Kras, notre grimpeur belge, avait abandonné. Il était prévu initialement pour accompagner. Moi, j'avais voulu entourer Omen avec 2 bons grimpeurs, plus un puncher, plus Lambrert, qui est
un petit peu polyvalent. Et puis finalement, je me suis fait un petit peu amputer pour des raisons de blessure d'une part, de méforme d'une autre, de quelques éléments qui auraient pu aider Omen davantage. Alors on voit que quand même, une fois que Bettiol a terminé son travail, Nibali nous emmène dans sa roue. On est sous la flamme rouge. Ça sent plutôt pas mauvais jusqu'au moment où en fait Soler débarque et vient montrer que il sera bien difficile à battre. Nous on va aller chercher une place avec Omen, hein, ce qui est honorable, mais voilà, hein, Solaire. Alors maintenant il reste plus quoi? Il reste plus que de la montagne pour essayer de lui faire mal, mais il a les mêmes notes que Omen. Il a les mêmes notes que lui en montagne. C'est un super bon coureur. Donc je me demande bien en fait par quel miracle on va réussir à faire une différence quelconque sur ce dénommé Marc Solaire, que voilà, moi je l'apprécie bien, hein. Je suis un coureur que j'apprécie, donc ça me dérange pas plus que ça. Alors l'étape 7, malheureusement, il m'est arrivé un truc qui m'arrive pas souvent, c'est que j'ai supprimé la vidéo euh, après avoir joué l'étape, mais après avoir surtout cru que je m'en étais occupé et que je l'avais montée, etc. Donc, ça va faire plus court, forcément. Marque Solaire, en fait, sur cette étape assez monstrueuse, hein, avec le col notamment de la Madeleine en milieu d'étape. Marc Solaire vainqueur. Chris Froome qui commence vraiment à taper une forme intéressante. Et Sam Oomen qui arrache une 3e place à Geraint Thomas au sprint. Ce qui nous fait un positionnement au général qui est le suivant avant la dernière étape. Solaire, 1,22 d'avance sur Oomen. Geraint Thomas d'une 30aine de secondes. Attention, Chris Froome, il peut encore sur un exploit. Voilà, à peu près ce que je pense qui peut arriver sur cette étape-là. Il n'y a plus que 4 hommes, grosso modo, qui sont concernés par la victoire. Et on voit que cette étape 8 est assez jolie. 149 km par contre, c'est un petit peu fâcheux, parce que avec Oomen, qui est un coureur très endurant, j'aurais éventuellement pu espérer faire péter tout ça et retirer des fruits au terme de l'étape. Ce ne sera pas le cas. Donc une 22, ça induit une prise de risque. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors oui, dans cette étape 8, il y a vraiment une prise de risque nécessaire parce que, écoutez, est-ce que je vais vraiment jouer, allez, je vais être un peu méchant, est-ce que je vais jouer au movie star sur certains Tours de France qui sont trop heureux de garder, je pensais à du Quintana, pardon, il paraît qu'on dit Quintana, voire du Valverde, mais Valverde a un peu plus de panache, mais je pensais à du Quintana qui était trop heureux de garder sa 2e place parfois et qui du coup l'a joué au tennis on dirait petit bras, finalement sans oser attaquer pour viser plus haut. Alors il y a des milliards de raisons qu'on peut invoquer, attention, hein, c'est pas aussi il faut pas être aussi réducteur que ça, mais moi je suis dans un jeu, je suis pas dans la réalité, donc panache. Objectif numéro 1, le panache. On gagne ou on perd, mais on le fait avec un certain panache de grâce. Hein, on n'est pas en train de faire les épiciers. Donc, comme vous l'avez sûrement constaté sur ces premières images de l'étape 8, j'ai choisi d'aller envoyer des soutiens à l'avant. Alors c'était Lambrert dans un premier temps, c'était Michael Storer dans un deuxième, Alberto Bettiol dans un troisième, parce que, bah oui, il faut quand même essayer de choisir son endroit pour essayer de placer une offensive avec Sam Oomen. Donc, à partir de là, on va utiliser Bettiol comme première rampe de lancement. Donc voilà, vous voyez, je fais protéger Oomen par Bettiol.
Est-ce qu'une alternative intéressante n'eût pas été de faire travailler Bettiol et prendre la roue par Omen? C'est possible. C'est honnêtement très possible. Je vous avoue que entre les deux, je ne sais pas réellement si j'aurais dû choisir l'autre manière de procéder. Toujours est-il que je pense que mon deuxième relais, Michael Storer, a mal vécu le fait, vous voyez, il lâche il lâche trop rapidement, beaucoup trop rapidement. Je pense qu'il a mal vécu le fait d'être, entre guillemets, échappé, même s'il avait un camarade, on l'a vu, hein, c'était Tuns. Il avait un camarade d'échappé, mais il a vraisemblablement mal vécu le fait d'être trop longtemps échappé. Du coup, il s'est épuisé, il a perdu trop d'énergie et il a été d'un soutien relativement inexistant pour Omen. Par ailleurs, ce qu'on peut observer, c'est que du côté des movie stars, il y a le poil à gratter Carapaz qui, bien que dodelinant et avec une cadence de pédalage qui indiquerait plutôt qu'il est en train de craquer ou qu'il est à bout de force, bah en fait tient bien la baraque, il travaille comme un fou pour surtout ne pas nous laisser partir. Et puis vous voyez à tel point que voilà, on se fait reprendre, on se fait reprendre. En plus, je peux pas dire qu'au niveau des formes du jour, j'ai vraiment joué d'une chance inouïe. On va dire que pour, euh, pour du pic de forme d'un côté, pour une forme plutôt pas mauvaise pour Lambrecht de l'autre, se retrouver avec du -2 notamment, bon bref. Ça n'a pas été optimal, mais on peut pas être toujours gagnant hein, sur cet aspect-là du jeu. On a vu que j'avais par exemple eu la chance immense de bénéficier d'un bonus +5 le jour J de l'étape 20 du Giro avec Mézec. Et bien là, le jour J du Dauphiné, ben on l'a pas. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'aléatoire. Donc il faut pas s'en insurger, il faut juste se demander comment on pourrait faire pour arriver à tout de même renverser la situation. On voit que Omen s'en va avec, bah là de toute façon je joue le tout pour le tout, hein. Avec Dan Martin, avec Vincenzo Nibali, mais derrière regardez-moi ce dopé là, regardez-moi ce movie star totalement dopé qui ramène tout le monde. Et puis alors, quand il n'en peut plus, alors voilà, ça c'est vraiment une attitude que dans la vraie vie, dans le vrai cyclisme, je déteste, mais que je déteste totalement. Vous avez Zakharine, qui est quelque chose comme 5e au général. Zakharine fait tout le boulot pour ramener indirectement les Sky et Solaire. Il fait tout le boulot pour les ramener. Les mecs n'ont rien à faire, voilà. Tout ça parce que il doit se sentir menacé pour sa 5e place. Enfin, j'en sais rien, moi. Oui, il est menacé, bien sûr, parce qu'il y a Nibali, je crois, qui est 6e ou quelque chose comme ça. Enfin bon. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Mais ça, à la limite, c'est réaliste, hein. C'est hyper réaliste. Parce que vous avez comme ça des équipes parfois qui roulent ou des coureurs qui vont faire le boulot pour d'autres. Moi, je pense notamment à des Tours de France où, devant ma télé, j'ai pété un plomb euh, parce que, en fait, on se retrouvait en situation où Froome, il a même pas besoin de... Voilà, au moment où il était esselé, à la limite, il y avait toujours un idiot du village qui était capable de faire le boulot à sa place. Pas un Sky, hein, bien sûr, hein, de notre équipe, hein, qui faisait le boulot à sa place et qui finalement l'empêchait d'être exposé comme on aurait aimé qu'il le soit, pour être poussé peut-être dans des retranchements. Après, qu'il gagne ou qu'il gagne pas, à la limite, peu importe, quoi. Hein, vraiment, peu importe. Mais qu'au moins on ait un vrai spectacle, qu'on ait des gens qui doivent, on va dire, se sortir un peu les doigts pour aller glaner leur victoire, mais pas des gens qui jouent la 5e place et qui vous ramènent le leader dans les pattes, alors que... mais laisse-le rouler, laisse-le rouler. Donc, ok, on l'accepte, hein. Moi, vous savez, je prie d'ailleurs, vous voyez, cette prise de risque, elle fait que du coup, on rétrograde pour une seconde, on rétrograde de la 2e à la 3e place, j'ai aucun regret. J'ai aucun regret. J'ai fait ce que j'ai pu avec Omen. Il fallait tenter quelque chose. On n'avait pas vraiment les astres avec nous. Les planètes n'étaient pas alignées. Ben voilà. Mais c'est pas grave, on est 3e. Du coup, finalement, Omen, ben,
Vous avez vu, il a pas raté énormément son Tirreno, il a été 3e. Il rate pas non plus énormément son comment s'appelle son Dauphiné, il est 3e. Bon, ben voilà, hein. Bien, rendez-vous à la Vuelta, jeune homme. Rendez-vous à la Vuelta. Donc, ce qu'on peut voir maintenant, c'est que je suis parti sur la série des championnats nationaux de contre-la-montre. Voilà. J'ai recruté notamment l'Italien Ganna, euh, pour lequel j'ai prévu un pic de forme à l'occasion de cette période qui englobe. Alors pour Ghana, ça va englober donc ce championnat d'Italie de contre-la-montre. Ça va englober le championnat, bien sûr, d'Italie et la course en ligne, où il sera équipier de Bettiol, qu'on verra juste après, là, ça va venir dans une poignée de minutes, je dirais. Et puis Ghana a été aussi convoqué, si tout va bien, s'il n'y a pas une blessure, s'il n'y a pas un revers de fortune, pour le Tour de France, parce que j'ai bon espoir qu'il garde sa forme jusqu'à la 9e étape. La 9e étape du Tour de France à venir, c'est un contre-la-montre par équipe. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que, en tout cas, il a vachement bien performé, Ghana, puisque il reste plus que Moscone là qui peut encore le coiffer. Eh ben non. Voilà. Donc, magnifique victoire pour Ghana. Je suis très content pour lui. Au moins, on a gagné quelque chose qu'on avait réellement, qu'on avait ciblé. Alors, on passe sur un parcours un peu moins intéressant, on passe à l'analogue, mais du côté de la Belgique. Alors, ne vous méprenez pas, j'ai emmené Tige Benoît, non pas parce que j'espère quoi que ce soit, mais parce qu'il me fallait un jour de course à placer à ce moment-là, pour des raisons de préparation et de déclenchement de pic. Dans mes petits calculs, il me fallait un jour de course à ce moment-là. C'est d'ailleurs la même raison qui fait que Wout van Aert est présent. Par contre, celui sur lequel vraiment on a de l'espoir pour ce championnat de Belgique de contre-la-montre, c'est le jeune Painou. Alors, je sais pas tellement comment il faut le dire. De toute façon, c'est un régène. Hein. C'est un coureur qui n'existe pas hein, dans la vraie vie. Euh, toutefois, il s'est très bien développé au fil du temps. On voit quand même l'entraînement finit par payer. Et il arrive à un joli 77 de contre-la-montre. Et d'ailleurs, en montagne et en vallon, il n'est pas tout à fait ridicule. Ce qui fait que un de ces jours, on va se l'emmener sur un grand tour, lui, parce qu'il aura peut-être quelque chose à nous apporter. Donc, il va se contenter, entre guillemets, d'une 4e place, ce qui est très honorable déjà. Hein. On ne peut pas gagner partout et tout le temps. Alors, maintenant, c'est l'Allemagne. Championnat d'Allemagne, toujours pareil pour des histoires de jours de prépa, j'ai emmené Bourgmann, et puis j'ai emmené Mézec pour les deux raisons. Pour la préparation, puisqu'il va participer au Tour de France, Mézec, mais je l'ai aussi emmené parce que c'est tout de même un coureur Mézec dont la spécialité est précisément le contre-la-montre. Donc a priori, il est totalement invité sur ce type de parcours, hein, ça va de soi. Évidemment, vous vous doutez bien que ni l'un ni l'autre ne sont sous pic de forme. Pourquoi? Parce que si ils y étaient au Giro, eh ben, on n'est pas longtemps après, on est un mois après. Hein. Techniquement, vous ne pouvez pas enchaîner à un mois d'intervalle. Il est totalement impossible d'enchaîner 2 pics de forme consécutifs. Donc, à partir de là, on voit qu'on n'a pas été super chanceux sur la forme du jour de Mézec, mais ça c'est normal. Hein. Là, pour le coup, je ne râlerai pas, hein, parce que, oui, hein, on a pris ce qu'on avait. Après, il aurait aussi pu avoir un +2, hein, certes, mais voilà, ça n'est pas le cas. Et puis du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'ami Mézec va terminer 2e derrière Bourgmann. Et donc, à ma très très grande surprise, alors là, pour le coup, ça c'était improbable. C'est Bourgmann qui s'impose sur ce championnat national. Mais, surprise, oui et non. Il faut savoir que le jeu, sur ce genre de parcours, il va prendre en compte le fait que ce soit
contre-la-montre vallonné, il va prendre en compte 4 notes, en plus de la résistance, bien sûr. Il va prendre le vallon, il va prendre la montagne. Oui, oui, ne me demandez pas pourquoi, je l'ignore. Il va prendre aussi la note de contre-la-montre, et puis vu le parcours qui était relativement court, il va prendre aussi en compte la note de prologue. Et ça explique peut-être un peu davantage pourquoi finalement Bourgman a performé sur cette épreuve. Alors ensuite, championnat, cette fois-ci on est sur la course en ligne. Je vous ai montré une petite image en introduction pour vous montrer qu'il n'y avait quand même pas beaucoup de participants. Puis nous, Marc Hirschi, on a quand même envie de le voir briller. Hein. On aimerait bien le voir arborer un joli maillot euh, avec le drapeau suisse. Moi, ça me plairait beaucoup d'avoir un champion de Suisse dans mon équipe. Donc, j'ai attaqué. Il a été suivi par Franck, Mathias Franck. Donc, l'idée, c'était d'essayer d'aller récupérer ces échappées là, parce que je trouvais qu'on tardait un petit peu à les reprendre. Sur les championnats nationaux, je me méfie énormément des échappées qui vont au bout, parce qu'il n'y a éventuellement, dans certains cas, pas assez de coureurs pour rouler sur eux. On voit que Franck craque. Mais derrière, attention, hein, il y a Reichenbach, mais il y a aussi un coureur que je crains énormément, c'est Sylvain Dillier, parce qu'il est très 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 endurant notamment. Hein, c'est un Flandrien plus ou moins. On voit qu'on arrive sous la flamme rouge. Oh là là, on va se faire croquer, ça sprint comme des malades. Finalement, ça va se jouer au sprint cette histoire-là. Et puis en fait, sur un sursaut mais totalement improbable, Hirschi franchit la ligne en premier. Du coup, finalement, il a réussi à tenir le coup. Mais c'est vraiment. Moi, je pensais que c'était perdu, mais voilà. Quoi. J'ai juste mis l'effort curseur comme ça à la fin pour pas avoir de regrets, mais je pensais jamais que Hirschi allait être vainqueur sur cette course-là. Après, attention, Hirschi a des grosses qualités. Hein. Vallon, endurance, il est en train de devenir un coureur énorme. Hein. Lui aussi, il va nous accompagner au Tour de France. Il aura son pic pendant une dizaine d'étapes. Donc ce sera plutôt pas trop mal. On passe ensuite à quelque chose de quasiment risible, de quasiment comique. C'est ce championnat national d'Italie. Alors, les 3 coureurs que j'ai emmenés, c'est très simple, hein, ce sont les 3 seuls Italiens que je possède dans mon effectif. Hein. Ils sont tous les 3 sous pic de forme. D'accord. J'ai hérité de notes, on va tomber d'accord, je pense, pourries. Voilà. Pour des mecs qui sont sous pic de forme, les 3 notes de forme du jour dont j'ai hérité, c'est de la grosse daube. Donc, à partir de là, on s'adapte tout de même, on fait avec. Je vais tenter d'échapper des Martino. Mais, pour une raison que j'ignore, qui confine vraiment à la démence, ils ne veulent pas que Desmartino s'échappe. Desmartino, c'est un coureur, quand vous regardez sa réputation sur sa fiche là dans le jeu, c'est un coureur à réputation quartier. Hein. Le mec, il est juste connu par ses voisins. Hein. Il n'y a personne qui le craint, quoi. Normalement. Eh ben si, tout le monde roule sur lui, à commencer par un équipier de chez Education First, donc un équipier de Vincenzo Nibali, qui est Sacha Modolo. Donc c'est vrai que honnêtement, Modolo, avec ses énormes qualités de sprint, ah non mais j'ironise, mais franchement c'est risible. Vous allez voir comment le mec va nous reprendre, alors que Di Martino c'est un puncher. Je veux dire, c'est un type, je sais pas quoi vous dire. Là, à la limite, Covilli qui le reprend, allez, ça j'accepte. Parce que Covilli, c'est un super bon, c'est un puncher pour le coup, c'est un peu un grimpeur aussi. Mais alors, regardez, il va y avoir un moment là, super spectaculaire où on voit qu'en fait, Modolo, voilà. Modolo, il se balade lui. Lui, il a 71 en vallon, mais il s'en fout. Il est, on dirait Philippe Gilbert dans je sais pas moi, hein, dans le Coberg en 2011 quoi. Hein. Donc bref,
Je retente, parce que je suis un garçon un petit peu, on va dire, persistant. Ah, cette fois-ci, c'est pas Modolo, mais bon, il y a quand même encore quelqu'un qui vient le reprendre. Bon, après, voilà, j'ai compris, j'arrête. C'était donc le petit entêtement du jour. Il est sympa ce parcours, hein, il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Après, ce que je me suis dit aussi, c'est que la présence de Bonifacio aussi loin dans la course, alors qu'il y a de longs passages à 8% ou davantage, hein, m'inquiétait quelque peu. Et voyant que donc ce parcours n'était finalement pas suffisamment sélectif, quoi, je me suis demandé s'il fallait pas que j'échappe Bétiol pour essayer, pourquoi pas, on sait jamais, hein, sur un malentendu, d'arriver à prendre une avance qui fasse que Bétiol puisse arriver à tenir le coup. Toujours délicat de s'échapper, hein, sur ces courses-là. C'est toujours vraiment délicat. Néanmoins, l'avance est plutôt sympathique. On a flirté avec la minute, après on flirtait avec les 30 secondes. Ça fluctue entre les deux. Et puis, bon bah évidemment, ce qui devait arriver arriva. C'est-à-dire que bien que possédant une avance plutôt sympathique, Alberto Bettiol se retrouve tellement à court d'énergie que je choisis de le faire, bah, entre guillemets, un peu lever le pied. Lever le pied à tel point que même Ganna, qui était distancé, a réussi à revenir. C'est pour vous dire, ça ne roulait plus. J'étais en effort, j'étais à 8 d'effort, quoi. C'était ridicule. Personne ne roulait, ils étaient tous crevés, bref. Toujours est-il que bah, on arrive près de la fin, voilà, hein, on est dans la difficulté finale qui va précéder le mur d'arrivée, et puis, ah oui, croyez-moi bien que je regrette d'avoir fait tous ces efforts avant, hein, parce que on sent bien venir que ça va se payer, voilà, c'est payé. C'est payé, ça va être une victoire pour Gianni Moscon. Un terrain tout à fait sympathique pour lui. Il y avait Diego Ulissi aussi de chez Sky pour, euh, pour le casou, et puis je pense qu'il l'aura pas mal aidé. Nibali, bah, il fait deuxième. Bon, bah voilà. Ciccone qui a bien progressé dans cette partie, puisqu'il est tout de même avec un 79 en montagne et un 77 en vallon. Ciccone, bonjour. Bonjour. Donc, voilà. Que dire? Que dire sinon que bah j'ai joué, j'ai perdu. Et ben voilà, c'est cool. C'est la vie. Donc, en revanche, une course sur laquelle on va pas jouer aux apprentis sorciers, ni même tenter notre chance bêtement, c'est le championnat national de Belgique. Alors là, par contre, l'Auto Soudal, on est une équipe belge, on n'a pas le droit de jouer aux idiots sur le championnat national de Belgique. C'est pourquoi on va la jouer un peu plus stratégique. De toute façon, je veux dire qu'on a pléthore de coureurs capables de s'imposer. Je ne vais citer que, si je me note, Tim Wellens, voire Wout van Aert. Hein, c'est déjà pas mal. Alors, il n'y en a aucun qui est sous pic de forme, mais honnêtement, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur du tout parce que on est l'équipe la plus forte représentée. Par exemple, chez Quick-Step, Philippe Gilbert est un petit peu seul. Chez BMC, Teuns et Van Avermaet sont un petit peu seuls également. On a vu que l'attaque de Debus avait vraiment fait réagir derrière. C'était exactement ce que je souhaitais. Je souhaitais vraiment que ça bouge du côté du groupe de favoris afin qu'ils se restreignent et qu'ils passent plutôt à une vingtaine de coureurs plutôt qu'à 40 ou 30 qui ne m'arrangent guère parce que cela peut masquer la présence de quelques sprinteurs un petit peu dangereux. Donc, l'écrémage ayant eu lieu, on va passer à une deuxième phase. C'est le moment où on va essayer d'envoyer quelqu'un, mais pour lequel on peut éventuellement espérer la victoire. On va voir si ça roule toujours, si le mec est pas capable d'y aller tout seul. Une fois que Debus a un peu défriché le terrain, il a un peu fatigué tout le monde.
C'est une course haletante sur la fin. C'est le rythme est très élevé. En plus, le parcours s'y prête particulièrement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah écoutez, voilà, je vais envoyer Wout van Aert. Comme ça, s'il arrive à terminer, bah, il aura un joli maillot. Et puis, s'il n'arrive pas à terminer, eh bien, on verra pour tenter notre chance avec Benoît et avec Wellens. Donc il arrive à prendre une petite avance ainsi que ses compagnons d'échappée. Attention, il y a du coureur un petit peu dangereux là. Mais ouais, Van Aert peut le faire, hein, sincèrement. Voilà, allez, on voit qu'il s'échappe. Van Aert 81 de général. Hein. C'est quand même costaud. Hein. On est en face d'un sacré coureur de classique. Il n'a encore pas obtenu les victoires qu'il pourrait espérer chez Lotto Soudal là. Mais ne vous inquiétez pas, je ne l'oublie pas et je veillerai à ce qu'il recueille les fruits de son excellente notation, de son excellent travail. Toutefois, pressentant un gros danger pour l'ami Van Aert, parce que Van Avermaet est très présent, les BMC sont là avec Teuns, j'ai choisi d'emmener Wellens à la victoire avec Tish Benoît comme entre guillemets poisson pilote. Ça, c'est du cousu de fil blanc, ça marche. Du feu de Dieu, on sait que ces deux-là sont ultra complémentaires et il y a vraiment moyen d'emmener l'un à la victoire grâce à l'autre. Je pense que Tish Benoît a eu tellement de fois des services formidables rendus par Wellens qui pouvait bien lui rendre celle-là. Hein. On peut penser à des tas de situations dans cette partie Lotto Soudal où Tim Wellens s'est sacrifié. Je pense au triplé Amstel Flèche Liège de l'année 2019. Je pense au Tour de France. Je pense à plein de moments où très sincèrement, voilà, Wellens, il a été super généreux. Il y a même un championnat du monde aussi où il se dévoue. Bref. On passe à la dernière course de cet épisode, c'est le championnat d'Allemagne. Alors vous voyez que là encore, pic de forme, mais j'ai hérité d'une forme du jour mais totalement pourrie. Et puis je me suis rendu compte que si je partais pas avec Degenkolb, soit Kittel allait nous croquer au sprint, soit les échappés allaient gagner parce que finalement personne ne roulerait. Du coup, j'ai tenté de rouler sur eux, de partir. Bon, par contre, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais encore une fois, voilà, on avait un +2 annoncé. On aurait pu espérer un petit peu mieux que ce qu'on a eu là. Bon, pas grave. Pas grave. Par contre, je trouve qu'on n'est pas très chanceux avec Degenkolb. Ça commence un petit peu à être dommage, quoi. Donc bon, il y a le Tour de France qui arrive, Degenkolb en sera. Donc on essaye de croiser les doigts pour qu'il ait sa petite victoire d'étape. Alors justement, ce Tour de France qui arrive, ben, j'ai pris, vous le savez déjà, le parcours 2015, et ça s'annonce plutôt ardu à partir de l'étape 10, il y a pas mal de montagnes, ça va être assez costaud. Toutefois, dans un premier temps, on aura une période relativement calme sur les 9 premières étapes qui va être juste pimentée par l'étape 3, l'étape 4, l'étape 8 et 9 que je développerai davantage. Et puis en revanche, les autres, bon bah hormis circonstances de course ou vraiment faits qui nécessitent, je pense qu'on va se contenter de commenter les arrivées au sprint parce que en première semaine de Tour de France, très souvent, c'est du sprint. Il y a très peu d'échappés qui arrivent à l'emporter. Voilà. À très vite pour la suite. Bye bye.